Bienvenue pour notre deuxième édition de la demi-heure européenne. José Emmanuel Lamarche, je suis content d'être là avec vous. Notre premier sujet aujourd'hui est l'incident de Minsk, le détournement du vol Athènes-Vilnius de Ryanair qui a été forcé à atterrir à Minsk et qui s'est soldé par l'arrestation d'un journaliste blogueur opposant Roman Protasevich. On a vu vendredi dernier Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko trinquer à Sotchi. Donc, d'après vous, qui est derrière cet incident? Qui est derrière l'incident? Vous voulez dire de la façon dont on a ramené l'avion, etc. Est-ce que c'est vraiment un sujet? Il est évident que nous ne sommes pas avec des démocrates quand même. Vous avez vu qui soutient Loukachenko. Vous avez d'un côté Poutine, de l'autre côté vous avez Erdogan. Quand même. Je ne veux pas dire que c'est cousu de fil blanc, mais c'est une évidence, malheureusement, que dans ce type de système que nous ne connaissons plus en Europe, je dirais, là, ce qui paraît pour nous un incident, et c'est vrai, c'est très grave ce qui s'est passé, c'est moins grave là-bas. Parce que nous avons un problème, nous, gens de l'Ouest, on va dire, entre guillemets, c'est que nous sommes des démocrates. Avec, bien sûr, l'éternel allié américain, même si l'allié américain en profite avec nos amis danois pour espionner les chefs d'État et de gouvernement européens. Bon, donc il y a toujours ce sens de la démocratie qui fait que, quelque part, nous sommes toujours offusqués de ce qui, pour nous, n'est pas un acte démocratique. C'est pas un acte démocratique, mais attention, comptons les démocraties dans le monde et comptons les non-démocraties dans le monde, quand même. C'est ça qui est important. Vous voulez parler de l'Europe? Non, j'insiste un peu plus. Est-ce que vous pensez que Loukachenko aurait pu commettre un tel acte sans avoir l'autorisation préalable de du Kremlin? Je pense que Loukachenko a toujours été au service du Kremlin. Ça n'a jamais été un homme indépendant. Jamais. Vous notez quand même que dans toutes les ex-républiques d'Union soviétique, tout le monde parle toujours russe. La langue officielle de l'Azerbaïdjan, c'est le russe. L'Ouzbékistan, c'est le russe. Le Turkménistan, c'est le russe. Donc il y a toujours une prédominance du grand frère. Il est évident que qu'est-ce que Loukachenko à côté de Poutine? Et surtout de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Il y a deux hommes qui gouvernent cette zone. Ça, c'est très clair. Non, Loukachenko, s'il a agi, il a agi bien sûr en accord avec Moscou. Je dis bien s'il a agi. S'il agit. Et là, du coup, c'est vrai, tous les regards se tournent vers Moscou. Et il faut peut-être considérer ça aussi dans toute une série d'autres événements auxquels on a assisté récemment. Les manœuvres près de la frontière ukrainienne, toute une série de provocations de la Russie envers l'Est, l'Ouest. Oui, mais aussi une série de provocations américaines quand les Américains mettent leurs fusées en Pologne. État membre de l'Union européenne qui va acheter des avions de chasse américains et qui laisse aussi les Américains s'installer tranquillement en Pologne sous le couvert de l'OTAN. C'est là aussi, si vous voulez, où la question européenne, elle n'a pas été bien définie, elle n'est toujours pas bien définie. Vous avez des États membres de l'Union européenne qui sont aussi des États membres de l'OTAN. Il y a un vrai déséquilibre. Alors bien évidemment, je dirais entre guillemets, Vladimir Poutine joue avec ça. Il joue. Mais on va où là? On va vers une guerre froide 2.0? C'est quoi le but de Poutine? Je pense, de toute façon, vu la façon dont il est isolé par l'Union européenne, ce que les Européens n'ont pas encore compris, c'est que quoi qu'il en coûte, et je dis bien quoi qu'il en coûte, il faut toujours garder le dialogue avec le Kremlin. C'est une évidence. Une image géopolitique très simple. Regardez tous les ans le défilé du 9 mai, la date de la victoire, sur la place rouge. Cette année, le défilé a été très imposant. C'était un vrai message. L'erreur des Européens par rapport aux sanctions, quand on a commémoré, célébré les 70 ans de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie, aucun dirigeant européen ne s'est déplacé. Ça a été une erreur géopolitique totale. Seule Mme Merkel est venue le lendemain. Donc sur la place rouge, il n'était pas là, il n'était pas présent. C'est un
un déséquilibre historique que nous continuons à vivre. Historiquement, il faut le reconnaître. Nous n'aurions jamais eu en France le débarquement en Normandie, le débarquement de Provence, si l'Union soviétique n'avait pas tenu le front, si l'armée rouge n'avait pas tenu. Ça a été des dizaines de millions de morts, c'est une évidence, parce que l'armée allemande, il faut le dire aussi historiquement, était une très grande armée, qui était capable de tenir plusieurs fronts. Et là, ce sont les Russes qui ont tenu le front, qui ont permis, bien sûr, à nos alliés, les autres alliés, c'est-à-dire les Américains, les Polonais libres, les Britanniques, les Néo-Zélandais, les Australiens et bien sûr les Français libres, de débarquer en Normandie et bien sûr de débarquer aussi en Provence pour l'armée française. Ça, c'est très... Et reconnaissons-le. Si on reconnaît ça, on fait un bond en avant. Il ne faut jamais casser le dialogue avec le Kremlin. On est tout à fait d'accord là-dessus. Néanmoins, on se pose quand même la question, je mets la place des États baltes, qui aujourd'hui ont une réelle peur de faire l'objet demain des mêmes convoitises qu'actuellement le Donbass, Luhansk, Donetsk. On a peur à Vilnius, on a peur à Riga, on a peur à Tallinn. Oui, bien sûr. Mais vous savez, ça, là, on est entre la géopolitique et surtout la diplomatie. Le positionnement des États baltes, par exemple, au sein du Conseil de l'Europe, c'est de toujours taper sur la Russie. C'est-à-dire de se faire entendre, de faire du bruit, de faire beaucoup de bruit. C'est ça l'intérêt des États baltes. C'est vrai que l'histoire des États baltes, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a pas été claire non plus. Il faut aussi le reconnaître. Il faut toujours un peu balayer devant sa porte, hein, quand même. Mais non, les États baltes, attendez. Les États baltes, nous avons connu la finlandisation. Quand la Finlande, à l'époque du président Kekkonen, a énormément travaillé avec l'Union soviétique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient signé l'armistice avant l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle les Allemands ont bombardé toute la Finlande. Et jusque dans les années 60-70, ils ont travaillé très proche avec l'Union soviétique. Et bien sûr, il y avait l'Estonie en face. Non, je pense que, si vous voulez, les États baltes, ce n'est pas un pion géopolitique très important. On ne va pas dire que c'est l'accès à la mer dont la Russie a besoin. La Russie n'a pas besoin de cet accès à la mer, c'est-à-dire sur la Baltique. L'intérêt de la Russie, je vais très large, ce sont les mers chaudes aujourd'hui. Ce sont les mers chaudes et ils sont dans les mers chaudes. Non, les États baltes, non. La question de la Biélorussie, elle reste dans le glacis soviétique, la Biélorussie. Les États baltes ne sont pas restés dans le glacis, ils sont indépendants, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, qui ont été aidés par les pays nordiques avant la crise. La Banque centrale nordique qui regroupe la Finlande, la Norvège, la Suède, etc., et le Danemark, avait aidé les États baltes. Les banques finlandaises, les banques suédoises, les grands magasins aussi finlandais s'étaient installés par exemple en Estonie, en Lituanie, en Lettonie. Manque de chance, la crise financière est arrivée et ils ont été ramassés parce que tout le monde est rentré chez soi et a repris ses billes. Ce qui a été aussi le cas de la Finlande. Hein. Quand la crise est arrivée, le partenaire russe économique a dit « nous, on est désolé, on rentre chez nous ». Non, je ne pense pas qu'il y a le problème des États baltes. Je pense que certains disent quand on va à Minsk, on se trouve en 1950. C'est ça. N'oublions pas aussi que Poutine a utilisé Loukachenko, les accords de Minsk, ces accords de Minsk qui étaient des accords avec des Européens. On a toujours utilisé Minsk comme plateforme. Donc je pense que malheureusement, oui, il y a eu cet avion détourné, malheureusement, oui, il y a eu cet opposant qui est emprisonné aujourd'hui, mais ce n'est pas Loukachenko qui a décidé de lui-même. Ah ben là, on est c'est seulement la part des Européens aujourd'hui, ce sont des cris d'orfraie. Parce que malheureusement, les Européens, M. Charles Michel et Mme von der Leyen, nous ont montré aussi leur incapacité à réagir face à M. Erdogan. Souvenons-nous du rendez-vous d'Ankara. Et ça restera gravé dans les mémoires. Alors, non content du manque d'éducation de M. Charles Michel, mais aussi le manque de courage de Mme von der Leyen de faire demi-tour et de reprendre son avion pour Bruxelles, ça restera. Et c'est la raison pour laquelle aussi Loukachenko est soutenu par Erdogan, parce que c'est son intérêt. On en avait parlé la dernière fois de cet incident d'Ankara, mais justement, parlant de l'Union européenne et des décideurs européens, comment est-ce qu'on doit réagir face à cette situation en Biélorussie / Moscou,
Est-ce que les sanctions comme les restrictions de l'espace aérien servent à quelque chose? C'est ça qu'il faut faire? C'est important l'espace aérien biélorusse? Je pense pour certaines liaisons. Liaison Moscou. Ben, on a vu que des vols Paris-Moscou ont dû être annulés parce qu'ils ne pouvaient plus voler au-dessus de la Biélorussie. Et la Russie avait refusé un autre point d'entrée dans leur espace aérien russe. Donc, c'est important pour qui l'espace aérien biélorusse? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ben, je pense pour tout le trafic aérien international, et non seulement vers la Russie, mais également vers certains pays de l'Asie, comme lieu de passage. Certainement pas comme lieu pour se poser, mais en plus de ça, il y a quand même aussi de la symbolique. Je veux dire, on ferme l'espace aérien au-dessus d'un pays. C'est quand même un signe très fort. Et pourtant, je me pose la question si effectivement ça apporte quelque chose. Est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle nous sommes? Parce que c'est nous qui nous empêchons du trafic aérien. Qu'est-ce que Moscou en a à faire de la fermeture de l'espace aérien? Ils passeront ailleurs. C'est le plus vaste pays géographiquement au monde. Donc ils passeront ailleurs s'ils ont besoin de passer. Eux oui. Donc une fois de plus, ou non. Je le répète, si le dialogue était maintenu avec Moscou, nous n'aurions peut-être pas connu cet incident grave, mais on ne l'aurait pas connu. Parce que le dialogue aurait été maintenu. Depuis combien d'années le dialogue a-t-il été rompu? C'est ça qui est important. Et en diplomatie, on sait bien que la diplomatie, c'est le dialogue constant. Ce n'est pas l'arrêt du dialogue. Talleyrand, qui est quand même, on peut dire, notre grand ministre des Affaires étrangères, sous Napoléon et puis sous la monarchie, a été quelque part, je ne vais pas dire l'inventeur, mais celui qui a renforcé la diplomatie et qui a expliqué ce qu'est le rôle de la diplomatie. Moi, je considère que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est un digne descendant de Talleyrand. Il en a la tripe, il en a le tissu, il en a le cuir et la corne. Mais c'est ça la diplomatie. On ne rompt jamais le dialogue. Mais quand même, il doit y avoir quand même autre chose entre ne pas réagir du tout, prendre des sanctions qui ne servent finalement pas à grand-chose. Qui ne serviront pas à grand-chose comme d'habitude. Mais donc, on peut quand même pas dire, voilà, c'est malheureux, il y a des violations des droits de l'homme gravissimes dans un pays qui fait partie quand même du Conseil de l'Europe, 2 pays qui font partie du Conseil de l'Europe, où je suis d'accord avec vous qu'il faut maintenir le dialogue. Par contre, on ne peut pas fermer les yeux devant un tel incident et continuer. Le Conseil de l'Europe, c'est bien 47 États membres? Oui. Bon. Combien d'États membres démocratiques dans le Conseil de l'Europe? Pas tous, oui. Mais c'est le propre du Conseil de l'Europe, voilà, heureusement. Donc, la question, elle est... moi, je pense, je reviens là-dessus, l'erreur, c'est le manque de dialogue. Si le dialogue avait été maintenu... Parce que là, on est sur un jeu de taquin ou un jeu d'échecs. Et attention, Poutine, c'est un grand joueur d'échecs et c'est un grand judoka. C'est un grand judoka, il utilise le judo, on utilise la force de l'autre. Hein. On est sur le jeu d'échecs. C'est-à-dire, il n'y a plus de dialogue, donc il faut faire réagir. On prend la décision de détourner un avion, Ryanair en plus. Hein. Ryanair, c'est pas c'est vraiment une compagnie low cost. Quelque part, il y a une image. Mais donc tout le monde réagit en disant c'est un scandale, c'est une honte, c'est vrai. Mais derrière, quelques jours après, vous apprenez que nos amis américains ont espionné les chefs d'État et de gouvernement européens avec l'aide de nos amis danois. Voilà, c'est je te donne, tu me donnes. Vous savez, c'est je sais que tu sais que je sais. Un peu la phrase type des services de renseignement britanniques. Je sais que tu sais que je sais. Voilà. Oui, mais là, on prend quand même le risque où on passe un message à Poutine, dont on sait qu'il a actuellement des convoitises plus, par exemple en Ukraine, où il y a une vraie peur très très justifiée d'une mainmise sur le Donbass. Et le message qu'on lui passe, sans aucune réaction vraiment efficace par rapport à cet incident, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi qu'il arrive, on ne réagira pas. Alors, qu'est-ce qui devrait empêcher Poutine, dans une telle situation, de se dire, puisque l'Occident ne réagit pas, hop là, on se prend l'Ukraine. Ça fait très longtemps que Poutine fait ce qu'il veut. Pas faux. Ça fait très longtemps. La question du Donbass, vous avez un Donbass qui a une majorité de pro-russes. Oui. Bon, en Ukraine, vous avez les orthodoxes, vous avez les uniates, vous avez aussi les zaparogues, qui sont les cosaques, vous avez donc des gens qui sont pro-russes et des gens qui sont ukrainiens. Le problème de l'Ukraine, souvenons-nous Maïdan,
ce qui s'est passé à Maïdan, la révolte de Maïdan. Il y a eu 2 ministres des Affaires étrangères qui se sont rendus à Maïdan. Le ministre des Affaires étrangères français, le ministre des Affaires étrangères allemand. Et à un moment, le ministre des Affaires étrangères français dit « Moi, je suis obligé, je suis désolé, il faut que je m'en aille, je pars à Pékin, je vous laisse avec l'Allemand. » Est-ce que c'était sérieux? Maintenant, il y a de grandes interrogations sur l'armée ukrainienne aujourd'hui. Cette armée ukrainienne qui a inclus certains groupes paramilitaires, et les Russes jouent là-dessus. Extrémistes, nationalistes, voilà. On est tout à fait d'accord. Poutine joue là-dessus aussi. Et puis, oui, il faut dire une chose, mais ça c'est la vérité. Les Ukrainiens ont élu un clown. Parce que c'est un saltimbanque, le président ukrainien. Ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Il vient du monde du spectacle. Oui, c'est un acteur, on le sait. Oui, un acteur qui a incarné le président ukrainien dans une série. On en est là. On en est là. Donc, quelque part, si vous voulez, tout ça est grave, mais malheureusement, tout ça n'est pas très sérieux. Et cela, Vladimir Poutine le sait. Et il le sait d'autant plus que nous avons l'Allemagne qui va bientôt aller aux élections fédérales. Nouvelle chancellerie, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin, la France sur ses élections régionales qui nous montrent que on a un gros point d'interrogation en vue des présidentielles, c'est à Moscou, tout le monde le sait, l'Espagne aussi a voté, pour Madrid par exemple, ça fait quand même, il s'est passé quelque chose à Madrid, vous voyez, dans tous les pays, on sait... Oui, il faut quand même peut-être le mentionner, que l'élection à Madrid a donné une victoire très surprenante à la droite, à laquelle quasiment personne ne s'attendait. Personne ne s'attendait, avec la chute de Ciudadanos, le parti centriste de droite, et puis la chute de Podemos, puisque le grand leader de Podemos, Pablo Iglesias, a démissionné. Il a dit « moi je m'en vais ». Il était vice-président du gouvernement. Donc tout ça, Moscou le sait. C'est petit l'Europe. Et en géopolitique, c'est encore plus petit. Il ne faut pas oublier que l'Italie est en train aujourd'hui de se maintenir avec son nouveau président du Conseil, qui a été un homme très important en Europe et qui un jour espère devenir président de la République italienne. Donc c'est très frêle, c'est très frêle. La seule chose que nous avons pour la France, je dirais, ça, on va remercier les Croates, l'achat de 12 Rafales. C'est très bien, ça continue. Mais voilà, si vous voulez, la question, si on continue dans ces questions Europe, Russie, Russie, Europe, on ne s'en sortira pas. Tant qu'on n'aura pas une passerelle, il ne faut jamais couper la route. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord qu'il ne faille pas interrompre les canaux diplomatiques. Et en même temps, à un moment donné, il faut aussi se poser la question, à quoi servent les canaux diplomatiques quand ils sont en défaillance dans des crises comme celle-ci, comme justement l'Ukraine, etc. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu justement sur le rôle de l'Union européenne dans ce dossier. Il y a quelque chose qui me pose un réel problème, c'est ce 2 poids 2 mesures. On n'a jamais entendu les institutions européennes se faire fort pour la libération de Julian Assange, qui est incarcéré dans différents formats en Grande-Bretagne depuis 10 ans. Suite à des fausses allégations, la Suède a retiré les allégations parce qu'elles étaient fausses. Et du coup, on se rend compte qu'il y a une machination extraordinaire qui vise vraiment la mise à mort du plus célèbre des lanceurs d'alerte, d'un journaliste, personnellement je pense, à qui le monde doit beaucoup. Il a rendu public des crimes de guerre américains. C'est le messenger qu'on tue à la place du criminel. Alors comment ça se fait que toute la direction de l'Europe, le Parlement, la Commission, le Conseil européen, tout le monde s'est fait fort pour la libération de Protasevich, et jamais on a demandé la libération d'Assange. On nous a toujours dit, oui, il n'y a pas un asile politique européen. On est désolé, pourquoi on ne le crée pas? Il y a 2 possibilités, à mon avis, puisque vous me posez la question. Soit les documents que possède Assange sont aussi des documents gênants pour les Européens. C'est une forte probabilité. Et donc, l'Europe ne tient pas du tout, comme disait Khrouchtchev, à se mettre des puces dans la chemise. Soit, il ne faut pas oublier quand même que l'Europe reste toujours le bon élève des États-Unis d'Amérique. Et que peut-être le bon élève des États-Unis d'Amérique obéit aux États-Unis d'Amérique en disant « Assange, il n'en est pas question, vous en occupez pas. C'est nous et nous seuls. » Voilà, les 2 possibilités. Mais je préfère la première. Je pense qu'il y a beaucoup de documents qui embêtent
très fortement les Européens. C'est peut-être, je pense, la raison pour laquelle, parce qu'on voit le monde journalistique européen quand même, vous en parlez, pour Assange, pour Julian Assange, il y a des choses, il y a des gens qui enquêtent, il y a des gens qui élèvent la voix, il y a des gens qui signent. L'ONU a estimé que ce que subit Julian Assange en Grande-Bretagne est de la torture. Et je veux dire, nous, on est là, l'Europe, les bras croisés. Y compris le Royaume-Uni. Tout le monde. C'est en silence coupable et généralisé. Et là, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Je veux bien, la Biélorussie se comporte un peu comme le teckel du Kremlin. Mais pourquoi l'Union européenne, avec 500 millions d'habitants, se transforme en teckel de Washington? Les États-Unis, qui ont 330 millions d'habitants, sont plus petites que l'Union européenne. Et nous, on se met sagement à exécuter les souhaits des États-Unis. Il y a quand même quelque chose qui rend l'Union incrédible. La création de cette Union européenne, qui était avant la Communauté européenne, nous étions le tampon entre l'Est et l'Ouest. Et on arrangeait bien les États-Unis. Et en 1948, les Européens, les rares Européens qui se parlaient à l'époque, c'est-à-dire les Français, les Italiens, déjà les Allemands, les Belges, enfin ce qu'on appelait le Benelux avec les Pays-Bas, avaient créé le traité de Bruxelles 1948 parce qu'ils voyaient bien que Staline ne retirait pas ses troupes et que militairement, un jour peut-être, on serait obligé de faire face à Staline. 1949, c'est l'OTAN. De NATO. Et les Américains ont copié le traité de Bruxelles en disant on va faire mieux. Et en réalité, ils se sont accaparés le traité de Bruxelles pour faire leur traité à eux. Ça sera toujours comme ça, tant qu'il n'y aura pas un éclaircissement entre l'OTAN et l'Union européenne, et cette Union européenne qui nous parle de défense européenne, qui est une arlésienne qu'on ne voit toujours pas arriver, je pense qu'on la verra jamais arriver, les choses ne seront pas claires, parce que nous sommes aussi membres de l'OTAN. C'est tout. Mais tout ça, ça conduit pour moi inévitablement à une véritable crise de confiance entre les institutions européennes et les 500 millions d'Européens qui attendent une toute autre politique. Le fait qu'Assange soit incarcéré en Grande-Bretagne, même après le Brexit, qui est un pays européen, est vécu comme un scandale par 90% des citoyens européens. Et nous avons des institutions qui agissent ouvertement contre le ressenti et contre les intérêts de sa propre population. Et là, je me pose la question, est-ce que l'Union européenne a comme vocation d'être à la fois un agent des grands intérêts économiques et des États-Unis? Est-ce que ça, c'est la vocation des institutions européennes? Non, la réponse est non. Pour l'instant, elle reste un grand marché, on le sait tous. Je pense que à l'avenir, on ne sait pas ce que prévoit l'avenir, s'il n'y a pas une vraie réforme des institutions européennes, un jour il y aura un vrai problème entre les institutions européennes, les tenants des institutions, les figures des institutions et les Européens eux-mêmes. Il faut le dire aujourd'hui, on n'a pas une grande figure européenne. Non. On n'a pas une très grande figure européenne aujourd'hui. Ça pêche beaucoup. Et vous prenez toutes les institutions européennes, le problème, puisque nous sommes à Strasbourg, qui connaît le Conseil de l'Europe? Trop peu de gens. Qui connaît le Conseil? Pourquoi on ne connaît pas le Conseil de l'Europe? Par manque de communication. Par manque de communication. J'espère que la Commission européenne, parce que ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé sur son site Internet, a quand même modifié son site Internet. Parce qu'avant, quand j'allais sur ce site, je n'y vais plus, j'en ai plus besoin. Pour l'instant, c'était complètement opaque, impossible d'entrer dans le site. Donc, y a-t-il des élus européens qui se lèvent, qui font entendre leur voix? Y a-t-il des élus européens qui interpellent la Commission européenne ou le Conseil européen en disant que faites-vous, où allons-nous, comment pourrons-nous faire? Sommes-nous encore écoutés? Y a-t-il une vraie figure au Parlement européen, c'est-à-dire un député, une députée, d'où qu'elle vienne? Non, nous n'en avons pas. Et tant que cette Europe-là ne sera pas représentée physiquement par une femme ou un homme, eh bien, il faut dire qu'on perdra de plus en plus de terrain. C'est le cas d'Assange. Que se passe-t-il pour Julian Assange? Est-ce qu'il dérange les Européens? Il dérange sûrement les Américains. La question reste posée, mais quoi qu'il en soit, personne ne bouge, parce que soit on n'a pas envie de bouger, parce que certains lobbyistes et lobbies vous disent « laisse tomber, c'est pas la peine », ou parce que le grand frère dit « non,
Ça, c'est nous qui nous en occupons. On peut prendre la défense du Conseil de l'Europe qui, depuis 2 ans... Je n'ai pas attaqué le Conseil. Non, je sais que vous n'attaquez pas le Conseil. Pour moi, le Conseil doit faire beaucoup plus de communication. Oui, mais ils se sont améliorés beaucoup depuis 2 ans. Je le vois parce qu'on publie beaucoup de sujets émanant du Conseil, parce qu'ils sont présentés différemment, parce qu'ils sont bien présentés, parce qu'il y a une bonne communication entre les services de communication du Conseil de l'Europe et les médias. Quand on veut avoir les bonnes infos, aujourd'hui, au Conseil de l'Europe, il n'y a aucun problème. Donc l'opacité, elle est en train de se clarifier un peu. Je parlais d'opacité pour la Commission, hein. Pour la Commission, c'est autre chose. Pour le Conseil européen, c'est encore une fois tout à fait autre chose, où vraiment vous êtes dans le noir. Vous cherchez une information, vous cherchez en live stream, etc. Je veux dire, au bout de 15 clics, vous abandonnez. Oui. Vous n'avez rien trouvé. Peut-être que l'arrivée de la secrétaire générale, Madame Pejčinović-Burić, qui nous vient de Croatie, a peut-être secoué un peu le cocotier, mais il faut encore qu'elle continue à le secouer. Oui, mais ils sont quand même sur une assez bonne voie. On va quand même terminer, parce qu'on arrive déjà à la fin, ça passe tellement vite, ces discussions avec vous. Je pose quand même la dernière question. À quel point les institutions européennes se rendent incrédibles en agissant de la sorte, en criant au scandale concernant le jeune Biélorusse, et vraiment en fermant les yeux, mais avec une conséquence extraordinaire par rapport à un cas de torture politique qui a lieu en Grande-Bretagne. Je pense que, à l'heure actuelle, les Européens, hélas, ne changeront pas. Il ne faut pas s'attendre à une révolution. Mais je crois que les Européens, les citoyens, les citoyennes européennes doivent comprendre une chose, et je pense que beaucoup le comprennent. Si on veut faire bouger les choses, par exemple sur Julian Assange, il faut tout simplement être organisé et devenir un vrai lobby, c'est tout. Parce que les institutions européennes ne comprennent et n'entendent que la voix des lobbies, c'est-à-dire, en français, des plaideurs. Un très joli mot de la fin. José Manuel, au plaisir de continuer très prochainement. La prochaine fois, on va parler de la situation justement de la Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, en Écosse. C'est un sujet très très vaste. Et la République d'Irlande. Et la République d'Irlande, et on va parler de ça la prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci.